Laissant derrière elle la scène du carrefour, Leïla passa une nuit blanche le reçu de Zinedine Zidane et la promesse énigmatique du projet Renaissance, occupant chaque recoin de ses pensées. L'aube n'apporta avec elle aucune clarté, seulement un dilemme encore plus pressant: oser croire à cette main tendue ou se barricader contre une désillusion qui pourrait s'avérer fatale. Le papier devenu talisman ou fardeau brûlait sa poche. Un simple numéro de téléphone pouvait être la clé d'une porte dérobée vers un avenir différent ou le seuil d'une nouvelle et amère déception. Leïla allait-elle trouver le courage d'appeler, de défier le sort qui semblait s'acharner sur elle? Minuit avait sonné depuis longtemps lorsque Leïla quitta enfin son poste au carrefour. Les néons du supermarché lui semblaient plus crus, la fatigue plus lourde que jamais. Chaque pas vers son petit appartement HLM de Saint-Denis était tenté par l'image de Zinedine Zidane, par le timbre de sa voix, par ses mots griffonnés au dos d'un ticket de caisse. Chez elle, le silence n'était rompu que par la respiration sifflante de Nassim, endormi dans le lit qu'il partageait. La vue de son petit frère si frêle, si dépendant d'elle, ravivait sa peur. Comment se permettre un faux espoir? La vie lui avait enseigné la méfiance à coups de revers et de promesses non tenues. Son deuxième emploi perdu, le loyer menaçant, les médicaments de Nassim qui coûtaient une fortune. Non, elle ne pouvait pas se permettre de rêver. Ce projet Renaissance était sûrement une chimère, une fantaisie de riche. Pourtant, une phrase de Zidane revenait sans cesse obstinément: « Je pense que nous pourrions nous aider mutuellement ». Ces mots prononcés avec une sincérité désarmante semainent le trouble dans son esprit résigné. Et s'il avait été sérieux, si derrière ce nom mystérieux se cachait une véritable opportunité? Elle déplia une nouvelle fois le reçu froissé, relisant le numéro à la lueur blafarde d'un réverbère filtrant par la fenêtre. La fatigue luttait contre une curiosité grandissante, presque douloureuse. Au petit matin, alors que les premiers bruits de la ville s'éveillaient, sa décision fut prise moins par conviction que par un reste de combativité qu'elle croyait éteint. « Après tout, qu'avais-je à perdre ?» se murmura-t-elle, une boule d'angoisse nouant sa gorge. Le lendemain matin fut le reflet fidèle de son quotidien précaire. Le réfrigérateur presque vide offrit de quoi préparer un modeste petit déjeuner pour Nassim, un sandwich au Nutella et une pomme un peu flétrie. Son frère se réveilla en toussant une quinte sèche qui déchira le cœur de Leïla. Elle lui administra rapidement son inhalateur, le massant doucement dans le dos, jusqu'à ce que sa respiration redevienne plus calme. Chaque bouffée de ce médicament était un rappel cuisant de leurs difficultés financières. Après avoir accompagné Nassim jusqu'à l'arrêt du bus scolaire, observant le véhicule jaune s'éloigner avec son précieux fardeau, Leïla retourna à l'appartement. Le silence pesait. Elle avait 2 heures devant elle avant de reprendre son service au carrefour. C'était maintenant ou jamais. Ses mains tremblaient si fort qu'elle eut du mal à composer le numéro sur son vieux téléphone portable. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque attente était une éternité. Peut-être que personne n'allait répondre. Peut-être que ce n'était qu'une farce cruelle. Puis une voix féminine claire et professionnelle se fit entendre. « Allô ?» Leïla sursauta, manquant de laisser tomber le téléphone. C'était donc réel. Son esprit se vida brusquement. « Allô, y a-t-il quelqu'un ?» insista la voix polie mais ferme. Rassemblant ses esprits, Leïla balbutia sa propre voix méconnaissable. « Oui, bonjour, je m'appelle Leïla Bouaziz. Du Carrefour, Monsieur Zinedine Zidane m'a demandé d'appeler à propos de quelque chose appelé Projet Renaissance. » Un court silence suivit durant lequel Leïla crut défaillir. Puis la voix de la femme se fit légèrement plus chaleureuse. « Ah oui, mademoiselle Bouaziz, Monsieur Zidane vous a effectivement mentionné. Pourriez-vous vous présenter à notre bureau parisien aujourd'hui à 14 heures ?» Le cœur de Leïla s'emballa. « Une vraie réunion ? Aujourd'hui même. » Elle jeta un œil paniqué à l'horloge, il n'était que 9h30. « Mais j'ai mon service au carrefour à 15 heures, » objecta-t-elle, une vague de panique la submergeant. Manquer son travail était impensable, surtout après son récent retard. « Ne vous inquiétez pas pour cela, Mélin, » répondit l'assistante avec une étonnante souplesse. « Nous allons contacter votre employeur. L'adresse est le 71 avenue des Champs-Élysées. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apporter une pièce d'identité et si possible venir avec votre frère ?» Leïla resta bouche bée. « Mon frère Nassim, mais pourquoi ?» La confusion s'ajoutait à son trouble. « Oui, monsieur Zidane l'a spécifiquement demandé », conclut la voix sans plus d'explication. Après avoir noté fébrilement les indications et raccroché, Leïla fit les 100 pas dans son petit salon. Que se passait-il? Pourquoi diable Zinedine Zidane, la légende du football, voudrait-il rencontrer Nassim, un enfant de 8 ans souffrant d'asthme? Une recherche frénétique sur Internet avec les termes « Zinedine Zidane, projet Renaissance » ne donna aucun résultat pertinent, seulement des articles retraçant sa carrière de joueur au Real Madrid, ses succès d'entraîneur et ses nombreuses œuvres caritatives. Le mystère s'épaississait. Était-ce réellement prudent d'y emmener Nassim? Mais d'un autre côté, Zinedine Zidane n'était pas un inconnu. Sa notoriété mondiale était en quelque sorte une garantie. Si quelque chose de fâcheux devait arriver, le monde entier le saurait.
Cela rendait la situation un peu plus sûre, n'est-ce pas? Perdue dans ses réflexions, elle appela Madame Ben Ali, sa voisine et confidente occasionnelle. La vieille dame écouta attentivement son récit, puis déclara avec une fermeté qui ne laissait place à aucune discussion. « Ma fille, tu vas à cette réunion et tu y emmènes ce petit. L'univers t'ouvre une porte, ne serait qu'est-ce que par curiosité. Regarde au moins ce qu'il y a derrière. Ce sont des signes qu'il ne faut pas ignorer. » Les paroles de Madame Ben Ali, empreintes d'une sagesse populaire, eurent raison des dernières hésitations de Leïla. À midi, après avoir appelé l'école de Nassim pour arranger une sortie anticipée sous le prétexte fallacieux d'un rendez-vous familial urgent, Leïla se prépara avec un soin inhabituel. Elle prit une douche rapide et enfila sa meilleure tenue, un pantalon noir certes un peu délavé par le temps, mais propre, et une chemise bleue qu'elle réservait aux grandes occasions. Elle trouva même le courage d'appliquer une touche de maquillage et quelques gouttes d'un vieux parfum, des gestes qu'elle avait presque oubliés tant son quotidien était dénué de coquetterie. La secrétaire de l'école de Nassim haussa un sourcil interrogateur en la voyant arriver si tôt. « Rendez-vous médical », expliqua Leïla, sentant le mensonge lui brûler la gorge. Nassim, surpris de voir sa sœur en pleine journée, fut néanmoins ravi de cette échappée scolaire imprévue. « Où est-ce qu'on va, grande sœur ?» demanda-t-il, ses yeux brillants de curiosité tandis qu'il marchait vers leur vieille Peugeot 206. Leïla hésita. Comment expliquer cette situation abracadabrante à un enfant de 8 ans? « Nous allons rencontrer quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider ?» dit-elle finalement, choisissant ses mots avec précaution. « Nous aider? Comment, avec quoi ?» Nassim était un enfant persistant. « Je ne suis pas encore très sûre, mon chéri, » admit Leïla en démarrant la voiture dont le moteur tout sauta avant de s'élancer. « Mais peut-être avec tes médicaments ou pour qu'on ait un meilleur endroit où vivre. » Les yeux de Nassim s'élargirent. Comme une fée marraine. Leïla ne put s'empêcher de sourire malgré sa nervosité. Pas exactement une fée, non, plutôt comme un grand sportif, tu sais, un de ceux qui aident les gens parfois. Il a l'air gentil. Elle repensa à l'expression attentive de Zinedine Zidane, à la douceur de sa voix lorsqu'il s'était enquis de Nassim sans le moindre jugement. « Oui », se reprit-elle avec plus d'assurance. « Il semblait vraiment gentil. » Le trajet vers le centre de Paris fut une succession de contrastes saisissants. Les banlieues familières de Saint-Denis, avec leurs façades grises et leurs commerces modestes, cédèrent la place aux larges avenues bordées d'immeubles haussmanniens imposants et aux vitrines étincelantes des boutiques de luxe. Nassim, le nez collé à la vitre, s'émerveillait de tout, tandis que l'estomac de Leïla se nouait un peu plus à chaque kilomètre parcouru. Et si tout cela n'était qu'une cruelle méprise? Et si elle ne faisait qu'alimenter de faux espoirs chez son petit frère? En approchant de l'adresse indiquée, le 71 avenue des Champs-Élysées, Leïla repéra un immeuble élégant à la façade discrète, mais manifestement prestigieuse. Une petite plaque de cuivre presque invisible portait l'inscription « Fondation Zidane ». Son cœur fit un bond dans sa poitrine, un mélange d'excitation et d'une appréhension presque vertigineuse. C'était donc bien réel. « On va à la Fondation Zidane », s'exclama Nassim, bondissant presque sur son siège. « Le footballeur, l'entraîneur du Real Madrid. »« Oui, mon trésor, c'est exactement ça », répondit Leïla, s'efforçant de masquer son propre émoi. Elle gara leur vieille Peugeot 206 dans une section réservée aux visiteurs, où leur voiture dépareillait cruellement au milieu des berlines noires et brillantes. En marchant vers l'entrée majestueuse, Nassim lui attrapa la main. « Dis, grande sœur, est-ce que tu as peur ?» Leïla serra la petite main dans la sienne. « Un peu oui », avoua-t-elle. Mais tu sais, parfois, être courageux, ça veut juste dire faire les choses même quand on a peur. Ensemble, ils poussèrent les lourdes portes vitrées pénétrant dans l'inconnu. Le hall d'entrée de la Fondation Zidane était à l'image de son fondateur, sobre, élégant et moderne. Des sols en béton poli reflétaient la lumière douce et un immense mur écran diffusait en boucle des images de matchs de football mémorables et des reportages sur les actions caritatives de la Fondation à travers le monde. Derrière un bureau blanc design aux courbes rappelant une vague, une jeune femme à la queue de cheval impeccable et au sourire professionnel les accueillit. « Bonjour, bienvenue à la Fondation Zinedine Zidane. Comment puis-je vous aider ?» Sa voix était posée et courtoise. Leïla s'éclaircit la gorge soudain intimidée. « Bonjour, je m'appelle Leïla Bouaziz. J'ai rendez-vous à 14 h pour le projet Renaissance. » Une lueur de reconnaissance illumina instantanément le visage de la réceptionniste. « Bien sûr, mademoiselle Bouaziz, nous vous attendions vous et Nassim. » Elle adressa un sourire direct à Nassim qui se blottit un peu plus contre sa sœur. « Veuillez vous asseoir, je vous prie. Quelqu'un viendra vous chercher d'un instant à l'autre. » Leïla et Nassim prirent place sur un canapé en cuir blanc d'un confort presque indécent. Nassim balançait nerveusement ses jambes, ses baskets, touchant à peine le sol. « Comment elle connaît mon nom ?» chuchota-t-il à l'oreille de sa sœur. « Je suppose que monsieur Zidane le lui a dit », répondit Leïla tout aussi surprise. L'attente fut de courte durée. Moins de 5 minutes plus tard, une femme grande et élégante vêtue d'un tailleur pantalon gris impeccable s'approcha d'eux.
Mademoiselle Bouaziz, je suis Sarah Dubois, la coordonnatrice exécutive de Monsieur Zidane. Merci infiniment d'être venue aujourd'hui et merci à toi aussi, Nassim. Sa poignée de main était ferme et son regard bienveillant. Elle les conduisit vers un ascenseur privé qui nécessitait une carte d'accès magnétique. Durant la montée silencieuse, Nassim, les yeux écarquillés, fixait la progression des chiffres lumineux sur le panneau de contrôle, se serrant un peu plus contre Leïla. Sarah Dubois, sentant peut-être leur tension, engagea la conversation. « C'est la première fois que Nassim vient dans le centre de Paris ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. « Oui », répondit Leïla, posant une main protectrice sur l'épaule de son frère. « Nous ne quittons pas souvent Saint-Denis, vous savez. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, ce fut sur un couloir baigné de lumière dont les murs étaient ornés de photographies émouvantes des jeunes de tous les pays souriant jouant au football dans des décors variés, des terrains vagues aux installations plus modernes. Sarah Dubois les guida jusqu'à une grande porte en bois massif au bout du couloir. « Monsieur Zidane va vous recevoir maintenant », annonça-t-elle en ouvrant doucement la porte. Le bureau était vaste, inondé de lumière naturelle grâce à d'immenses baies vitrées offrant une vue panoramique à couper le souffle sur Paris. La tour Eiffel, majestueuse, semblait presque à portée de main. Pourtant, l'aménagement était étonnamment simple, presque dépouillé, loin de l'opulence ostentatoire à laquelle Leïla aurait pu s'attendre. Zinedine Zidane était assis derrière un grand bureau en bois clair, vêtu d'un simple pull gris et d'un jean, une tenue beaucoup plus décontractée que celle qu'il arborait lors de ses apparitions publiques. Il se leva dès leur entrée et s'avança vers eux, un sourire chaleureux, illuminant son visage si familier. « Leïla, merci d'être venue », dit-il en lui serrant la main. Son regard était direct empreint d'une douceur surprenante. Puis il s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Nassim. « Et toi, tu dois être Nassim. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Le petit garçon, habituellement si timide avec les inconnus, hocha la tête, un sourire timide flottant sur ses lèvres. « Vous êtes vraiment Zizou ?» demanda-t-il d'une petite voix. Zidane laissa échapper un rire franc et amical. « Oui, c'est bien moi. J'ai entendu dire que tu souffrais d'asthme, mais que malgré cela, tu adorais jouer au football, c'est vrai ?» Les yeux de Nassim s'illuminèrent d'un coup. « J'essaie, monsieur, » répondit-il. « Mais des fois, je ne peux pas courir très longtemps, ça me fatigue. » « Tu sais, » reprit Zidane en se relevant et en allant chercher un petit ballon de football sur son bureau, « j'ai connu un très grand joueur qui avait de l'asthme lui aussi, et pourtant il est devenu professionnel. Avec les bons médicaments et un suivi médical adapté, beaucoup de choses sont possibles. » Il tendit le ballon à Nassim qui le serra précieusement contre lui comme le plus beau des trésors. « Asseyez-vous, je vous en prie », invita Zidane désignant des fauteuils confortables disposés autour d'une table basse. Sarah Dubois s'était éclipsée discrètement, refermant la porte derrière eux, les laissant seuls avec la légende. Pendant près de 2 heures, Zinedine Zidane, avec une patience et une simplicité désarmantes, expliqua à Leïla la nature et les objectifs du projet Renaissance. Ce n'était pas, insista-t-il, une simple œuvre de charité comme tant d'autres. C'était un programme d'autonomisation, une initiative conçue pour identifier et soutenir des personnes talentueuses, travailleuses, mais qui, par les hasards de la vie, n'avaient pas eu les mêmes chances, le même coup de pouce au bon moment. « Tu vois, Leïla ?» commença-t-il, en la regardant droit dans les yeux. « Quand je t'ai aperçu l'autre soir au carrefour, j'ai reconnu quelque chose en toi. Une étincelle. La même détermination, la même rage de vaincre que j'avais moi-même quand j'étais gamin à La Castellane à Marseille. Tu travailles dur, tu te sacrifies pour ta famille, je le sais. Mais parfois, Leïla, travailler dur ne suffit pas. Parfois, on a juste besoin d'une opportunité, d'une main tendue. » Il lui tendit alors un dossier cartonné. Leïla l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, une offre d'emploi détaillée à la Fondation Zidane, assortie d'un salaire qui lui fit littéralement couper le souffle. Mais ce n'était pas tout. Le dossier comprenait également une proposition pour un appartement subventionné situé à proximité des bureaux de la Fondation, une assurance maladie complète qui couvrirait enfin tous les frais médicaux de Nassim, y compris ses coûteux médicaments pour l'asthme, un programme de soutien éducatif pour son frère, et même des opportunités de formation continue pour elle, Leïla, afin de développer ses compétences. En voyant l'expression d'incrédulité totale sur le visage de la jeune femme, Zidane insista sa voix douce mais ferme. « Ce n'est pas de la charité, Leïla. Comprends-le bien, c'est un investissement. Un investissement en toi, en ton potentiel. Le projet Renaissance a pour but d'identifier des personnes comme toi intelligentes, résilientes, profondément travailleuses et de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour qu'elles puissent s'épanouir. » En retour, l'idée est qu'elles aideront un jour d'autres personnes à faire de même, créant ainsi un véritable cercle vertueux. Il ajouta avec un léger sourire « Tu serais surprise du nombre de nos meilleurs collaborateurs qui sont passés par le projet Renaissance. Des gens extraordinaires qui n'avaient juste jamais eu la chance de montrer réellement ce dont ils étaient capables. » Leïla fixait les documents, incapable de prononcer un mot. Les larmes lui montaient aux yeux, mais cette fois ce n'était
pas des larmes de tristesse ou de désespoir. Pourquoi réussit-elle enfin à articuler sa voix brisée par l'émotion? Pourquoi moi? Zinedine Zidane la regarda avec une douceur que les caméras de télévision captaient rarement. Parce que dans tes yeux, cette nuit-là, au carrefour même, à travers tes larmes, j'ai vu une force Leïla, une force brute, une résilience que l'on ne peut pas enseigner. Une force qui mérite qu'on lui donne sa chance. Il lui tendit un stylo. Prends le temps d'y réfléchir. Lise attentivement tout le contrat, pose toutes les questions qui te viennent. C'est une décision importante, je le comprends. Alors qu'il se préparait à partir, Zidane s'adressa une dernière fois à Nassim qui n'avait pas quitté son ballon des yeux. Prends bien soin de ce ballon champion, et qui sait peut-être qu'un jour tu joueras dans un vrai stade. En redescendant dans l'ascenseur avec Sarah Dubois, Leïla serrait convulsivement le dossier contre sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que la coordonnatrice pouvait l'entendre. Était-ce réellement possible? Une vie où elle ne serait plus constamment sur le fil du rasoir à craindre le lendemain, une vie où Nassim pourrait respirer librement, littéralement et métaphoriquement. J'ai vraiment rencontré Zinedine Zidane, murmura Nassim à côté d'elle, son visage habituellement si grave, rayonnant d'une joie pure, presque incandescente, qui arracha une nouvelle larme à Leïla. Et pour la première fois depuis des années, une éternité lui semblait-il, elle sentit une émotion qu'elle avait presque oubliée, une émotion fragile mais persistante, s'insinuer en elle, l'espoir. L'offre était là concrète, presque trop belle pour être vraie, mais elle existait. Le chemin à parcourir restait incertain, mais une porte venait de s'ouvrir de la manière la plus inattendue qui soit. Chapitre 3. Une nouvelle vie, une nouvelle épreuve, la force insoupçonnée, le oui de Leïla Bouaziz à l'offre de Zinedine Zidane n'était pas la conclusion d'un conte de fées, mais le véritable commencement d'un nouveau chapitre, une page blanche offerte par l'énigmatique Projet Renaissance. Laissant derrière elle les angoisses sourdes de la précarité, elle s'apprêtait à embrasser, avec un mélange d'espoir et de détermination, cette existence redessinée. Mais le destin imprévisible et parfois cruel réserve souvent des épreuves inattendues, même à ceux qui semblent enfin toucher du doigt une part de bonheur. Elle avait dit oui, un simple mot lourd de conséquences et de promesses. Mais le chemin vers une vie meilleure est rarement une ligne droite, et Leïla allait bientôt la prendre. Alors qu'elle pensait enfin pouvoir respirer, savourer les prémices d'une existence apaisée, le sort allait frapper brutalement, implacablement. La décision d'accepter cette main tendue n'avait pas été instantanée. Le dossier de la Fondation Zidane, posé sur la petite table de cuisine de son appartement HLM, avait été l'objet de longues heures de contemplation anxieuse. Leïla avait d'abord partagé son trouble avec Madame Ben Ali, sa vieille voisine dont la sagesse pragmatique lui avait souvent été d'un grand secours. « Ma chérie », lui avait dit la vieille dame après avoir écouté le récit de la rencontre avec Zidane et les détails de l'offre, « il y a des trains qui ne passent qu'une fois. Celui-ci, il a la couleur de l'or. Bien sûr, c'est un homme riche, une célébrité. Mais ce qu'il te propose, ce n'est pas l'aumône. C'est une chance. Saisis-la. Pour toi et pour ce petit Nassim. » Les paroles de Madame Ben Ali avaient pesé lourd, mais les doutes subsistaient. Serait-elle à la hauteur? Ne risquait-elle pas de devenir une sorte de coup de publicité pour un projet philanthropique, une caution misère pour un millionnaire? Comment ses futurs collègues à la Fondation Zidane l'apercevraient-ils? Elle, l'ancienne caissière, arrivée là par un concours de circonstances si extraordinaire. Sa fierté naturelle se rebellait à l'idée d'être redevable, d'obtenir un traitement de faveur. Pourtant, la perspective d'offrir enfin à Nassim une vie décente, des soins appropriés et de s'extraire elle-même de ce cycle infernal de survie était trop puissante. Après une dernière nuit d'insomnie où les arguments pour et contre s'affrontaient dans son esprit fatigué, elle prit son vieux téléphone portable et composa le numéro de Sarah Dubois. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle prononça les mots « J'accepte, je veux rejoindre le projet Renaissance ». Un sourire s'entendit à l'autre bout du fil suivi d'un « Excellent, nous vous attendons lundi à 8h pour votre premier jour de formation ». Informer Monsieur Leroy, son manager chez Carrefour, fut une autre source d'appréhension. À sa grande surprise, celui-ci se montra étonnamment compréhensif, presque respectueux. « Bouaziz », lui dit-il d'un ton neutre, « quelqu'un de la Fondation Zidane a effectivement appelé pour arranger votre absence. Prenez votre journée. Et bonne chance pour la suite. Vous étiez l'une de nos meilleures malgré tout. » Ce « malgré tout » la fit sourire amèrement. Le mois qui suivit fut un véritable tourbillon. Le préavis chez Carrefour, les quelques cartons modestes contenant toute leur possession, l'adieu à l'appartement exigu de Saint-Denis chargé de tant de souvenirs douloureux, mais aussi de moments de tendresse avec Nassim. Monsieur Leroy la surprit même avec une petite carte signée par quelques collègues et une modeste carte cadeau. Leur nouveau domicile se trouvait dans un complexe d'appartements modernes, lumineux et fonctionnels, à seulement 10 minutes à pied des bureaux de la Fondation Zidane. Quand Leïla déverrouilla la porte pour la première fois, ce fut comme entrer dans un autre monde.
Nassim, libéré de sa réserve habituelle, courut de pièce en pièce, ses cris d'excitation résonnant joyeusement. Grande sœur, regarde, il y a 2 salles de bain. Et ça, c'est ma chambre. Elle est immense. L'appartement n'était pas un palace selon les standards parisiens. Un simple 2 pièces, avec une petite cuisine ouverte sur le salon et un balcon donnant sur un jardinet. Mais comparé à leur ancien logement HLM sombre et surpeuplé, il leur paraissait un véritable manoir. La lumière du soleil inondait les pièces à travers de larges fenêtres caressant les murs peints dans des tons neutres et apaisants. Le plus émouvant fut la réaction de Nassim découvrant qu'il aurait enfin sa propre chambre. Il tournoya sur lui-même au milieu de l'espace vide, les bras écartés, un sourire radieux illuminant son visage. « Est-ce que je pourrais avoir un vrai bureau pour faire mes devoirs et peut-être des affiches de footballeurs sur les murs ?»« Oui, mon trésor », promit Leïla, la gorge serrée par une émotion indicible. « On le rendra parfait rien que pour toi. » Rapidement, la vie s'installa dans un nouveau rythme plus serein, presque agréable. La période de formation initiale de Leïla à la Fondation Zidane se déroula sans accroc. Elle fut ensuite affectée à une équipe logistique, un poste qui au premier abord ne semblait pas correspondre à un quelconque talent caché, mais où sa rigueur et son sens de l'organisation firent de merveilles. Ses responsabilités consistaient à superviser l'inventaire du matériel sportif destiné au programme pour jeunes et à coordonner les transports pour les divers événements organisés par la Fondation. Sophie, sa chef d'équipe, une femme dynamique et bienveillante, ne tarda pas à remarquer ses qualités. Lors de son évaluation après 60 jours, Sophie loua son attention méticuleuse aux détails, sa capacité d'apprentissage rapide et son engagement sans faille. « Vous vous adaptez plus vite que la plupart des nouvelles recrues, Leïla », lui confia Sophie avec un sourire encourageant. « Continuez sur cette lancée et vous serez rapidement éligible pour des formations plus avancées et pourquoi pas à terme pour des rôles de leadership au sein de l'équipe. » Pour la première fois depuis des années, Leïla ne se sentait plus constamment épuisée ni dévorée par l'inquiétude du lendemain. Un sentiment de paix intérieure fragile mais réel commençait à éclore en elle, accompagné d'un sens nouveau de sa propre valeur et de son utilité. Le changement le plus spectaculaire et le plus réconfortant fut sans conteste celui de Nassim. L'assurance maladie activée dès le premier jour comme promis permit un accès immédiat à des soins de qualité et aux médicaments les plus performants pour son asthme. En quelques semaines, à peine la transformation fut stupéfiante. La respiration de son petit frère s'améliora de façon considérable. Les quintes de toux nocturnes qui les réveillaient tous les deux s'espacèrent puis disparurent presque complètement. Nassim pouvait désormais courir avec ses nouveaux camarades pendant la récréation sans suffoquer au bout de quelques minutes, et il dormait des nuits entières d'un sommeil paisible et réparateur. Voir son frère retrouver une vitalité qu'elle ne lui avait jamais connue était pour Leïla la plus belle des récompenses, la preuve tangible que sa décision avait été la bonne. Une chose cependant intriguait Leïla. Au sein de la Fondation Zidane, absolument personne ne fit jamais la moindre allusion à la manière dont elle avait été recrutée à l'intervention personnelle de Zinedine Zidane. Ses collègues la traitaient avec une courtoisie professionnelle comme n'importe quel autre nouvel employé. Il n'y avait ni curiosité déplacée ni traitement de faveur apparent. Cette discrétion renforçait son sentiment que cette opportunité était authentique, basée sur une évaluation de son potentiel et non sur un simple acte de pitié charitable. Quelques mois après son entrée en fonction, lors d'une visite des différentes installations de la Fondation, elle aperçut une silhouette familière traversant rapidement un couloir. C'était lui, Zinedine Zidane, en pleine discussion avec un groupe de collaborateurs. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il lui adressa un petit signe de tête presque imperceptible, un vague sourire esquissé avant de poursuivre son chemin. Ce bref échange dénué de toute familiarité la conforta dans l'idée qu'elle devait faire ses preuves par elle-même. Puis un soir, alors qu'elle parcourait ses emails professionnels, une notification des ressources humaines attira son attention. L'objet du message était laconique « Projet Renaissance, phase 2 ». Le courriel invitait les employés sélectionnés sur la base de leurs performances et de leur potentiel à rejoindre un programme de mentorat pilote conçu pour accélérer leur développement de carrière au sein de la Fondation. Une nouvelle porte semblait s'entrouvrir. Leïla venait à peine de terminer de remplir avec soin sa candidature pour ce programme de mentorat, y voyant une chance de progresser encore lorsque son téléphone portable sonna. L'indicatif régional de Marseille s'afficha sur l'écran. Une prémonition glacée lui serra la poitrine. Sa tante, la sœur de sa mère, vivait à Marseille. Elle décrocha la main tremblante. Une voix neutre, celle d'une employée d'hôpital, lui annonça la nouvelle avec une concision professionnelle qui la heurta de plein fouet. « Mademoiselle Leïla Bouaziz, je vous appelle de l'hôpital de la Timone à Marseille. Votre mère, Madame Nadia Bouaziz, a été admise il y a quelques heures suite à un très grave accident de la circulation. Son état est critique. » Leïla s'effondra littéralement sur le canapé de son salon, ses jambes se dérobant sous elle. Sa mère. Partie rendre visite à sa sœur pour le week-end. Un accident. Critique. Les mots ricochaient dans son esprit sans qu'elle puisse en saisir toute la portée.
Mais c'est grave comment réussit-elle à articuler sa voix, n'étant plus qu'un filet étranglé. J'ai bien peur que ce soit très sérieux, mademoiselle. Les médecins font tout leur possible, mais le pronostic vital est engagé. Elle a subi un accident vasculaire cérébral massif suite au choc. Après avoir raccroché Leïla, resta prostrée, incapable de bouger, incapable de penser. Le monde autour d'elle venait de basculer à nouveau. Comment allait-elle pouvoir gérer cette nouvelle crise alors que tout commençait enfin à s'arranger, à prendre une tournure positive? Prendre un congé? Maintenant, s'absenter de son nouveau travail alors qu'elle était encore en période d'intégration, ne risquait-elle pas de compromettre tout ce qu'elle avait si difficilement construit? Ces nouvelles responsabilités, la confiance que Sophie et la Fondation Zidane plaçaient en elle. Sa candidature pour le projet Renaissance phase 2, tout cela pouvait s'envoler. Une peur panique la saisit. Le spectre de la précarité qu'elle croyait avoir enfin éloigné revenait la hanter avec une violence inouïe. Le lendemain matin, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, elle appela Marcel, le responsable des ressources humaines de la Fondation, pour lui expliquer la situation, sa voix encore chargée d'émotions et d'incertitude. Elle s'attendait à des complications, à devoir négocier, peut-être même à supplier. Mais la réaction de Marcel fut immédiate et d'une rare bienveillance. « Leïla, je suis sincèrement désolé d'apprendre cette terrible nouvelle », dit-il d'une voix douce et compatissante. Bien entendu, un congé pour urgence familiale est immédiatement disponible dans ce genre de situation. Ne vous inquiétez absolument pas pour votre poste ou pour quoi que ce soit ici. Votre priorité, c'est votre mère. Prenez tout le temps qu'il faudra. Leïla fut touchée par cette compréhension, mais une angoisse persistait. Un congé, oui, mais serait-il payé? Pourrait-elle se permettre de rester longtemps à Marseille? Alors qu'elle préparait en hâte quelques affaires pour elle et Nassim ce soir-là, une nouvelle notification d'email apparut sur l'écran de son téléphone. L'expéditeur RH, Fondation Zidane. L'objet, approbation de votre congé d'urgence. Elle ouvrit le message le cœur battant. Ce qu'elle lut la laissa sans voix. Votre congé d'urgence a été approuvé avec maintien intégral de votre salaire pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 semaines. De plus, une allocation de voyage exceptionnelle d'un montant de 2 000 € vient d'être déposée sur votre compte bancaire pour couvrir vos frais de déplacement et de séjour. Nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour le rétablissement de votre mère. Leïla dut relire le message plusieurs fois pour y croire. Un plein salaire pendant 3 semaines. Une allocation de voyage aussi conséquente, elle vérifia immédiatement son compte en ligne. Effectivement, la somme de 2 000 € avait été créditée. Cela ne pouvait décemment pas être la politique standard de l'entreprise. La plupart des employeurs offraient au mieux un congé familial non payé ou quelques jours symboliques. Était-ce encore une manifestation discrète du projet Renaissance Zinedine Zidane, cet homme qu'elle n'avait croisé qu'une poignée de fois continuait-il de veiller sur elle en coulisses, tel un ange gardien invisible? À l'hôpital de la Timone à Marseille, l'état de sa mère était effectivement critique. Mais les médecins étaient parvenus à la stabiliser. Un neurochirurgien leur expliqua avec des mots choisis mais sans faux espoir qu'elle avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique massif. Sa convalescence serait longue, ardue et l'étendue des séquelles incertaines. Après plusieurs jours d'une veille épuisante au chevet de sa mère, alternant entre l'angoisse et l'espoir ténu, Nadia Bouaziz ouvrit enfin les yeux. Elle reconnut progressivement Leïla puis Nassim. Leurs mains se serrèrent. Leïla ressentit un flot d'émotions contradictoires. Leur relation n'avait jamais été simple, marquée par les absences de sa mère aide-soignante aux horaires impossibles et par une pudeur qui interdisait les épanchements. Mais c'était sa mère et la peur de la perdre avaient ravivé des sentiments enfouis. Tandis que sa mère récupérait lentement, franchissant chaque jour d'infimes étapes, Leïla dut se confronter aux réalités pratiques de la situation. Sa mère aurait besoin de soins intensifs et d'une rééducation prolongée pendant de nombreux mois. Les coûts s'annonçaient astronomiques. Elle discutait des options le cœur lourd avec l'assistante sociale de l'hôpital lorsque celle-ci fit une découverte pour le moins surprenante en consultant son ordinateur. « Écoutez, mademoiselle Bouaziz, il semble que votre mère soit éligible pour un programme que nous avons ici appelé « Pont vers la guérison », annonça la jeune femme. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» demanda Leïla intriguée. « C'est un fonds spécial, voyez-vous, qui a été mis en place assez récemment. Il couvre les frais de réadaptation et de soins de longue durée qui vont au-delà de ce que la sécurité sociale et les mutuelles classiques prennent en charge. Il a été créé par la fondation privée d'un grand sportif français. » Le pouls de Leïla s'accéléra dangereusement. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir. « Quelle fondation, quel sportif ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. L'assistante sociale sourit avec une pointe de mystère. « Le donateur préfère garder l'anonymat le plus strict, nous respectons cela. Mais je peux vous dire que plusieurs de nos patients ont déjà grandement bénéficié de ce fonds. Il peut couvrir jusqu'à 6 mois de réadaptation intensive dans des centres spécialisés. Un sportif anonyme? Une fondation? » Leïla n'eut aucun mal à faire le rapprochement.
Ce soir-là encore, sous le choc de cette nouvelle, Leïla appela Marcel à la Fondation Zidane pour discuter d'une éventuelle prolongation de son congé. À sa grande surprise, avant même qu'elle n'aborde le sujet, Marcel l'informa que la Fondation disposait d'un programme spécifique de réunification familiale pour les employés confrontés à des situations d'urgence impliquant un parent dépendant. Ce programme, expliqua-t-il avec sa bienveillance habituelle, fournit un soutien logistique et financier pour aider à relocaliser les membres de la famille et proches qui nécessitent donc des soins de longue durée afin de les rapprocher de l'employé. Si vous le souhaitez, Leïla, je peux immédiatement vous mettre en contact avec notre coordinatrice spécialisée. C'en était trop. L'allocation de voyage, le mystérieux fonds hospitalier, Pont vers la guérison, et maintenant ce programme de réunification familiale, les coïncidences étaient trop nombreuses, trop parfaites. Leïla acquit la certitude quasi absolue que Zinedine Zidane, d'une manière ou d'une autre, continuait de tirer les ficelles en coulisses, veillant sur elle et sa famille avec une générosité et une discrétion qui la laissaient à la fois bouleversée et infiniment reconnaissante. Avec ce soutien indéfectible de la Fondation, elle commençait à entrevoir une nouvelle forme de stabilité même au cœur de la tempête. Mais comment cette gratitude et cette force nouvelle puisée dans l'adversité allaient-elles façonner son avenir et peut-être celui du projet Renaissance lui-même ? Une question persistante qui ouvrait la voie à un nouveau chapitre de son existence où le fait de recevoir pourrait bien se transformer en un puissant désir de donner à son tour. Chapitre 4. Le cercle de solidarité. Quand donner devient recevoir, avec le soutien indéfectible de la Fondation Zidane, qui avait été une ancre solide au cœur de la tempête déchaînée par l'accident de sa mère, Leïla Bouaziz, avait peu à peu retrouvé une nouvelle forme de stabilité, une résilience insoupçonnée. La gratitude profonde qu'elle éprouvait, mêlée à cette force nouvelle puisée dans l'adversité surmontée, ne demandait qu'à s'exprimer, à façonner son avenir, et sans qu'elle n'en mesure encore toute la portée celui du projet Renaissance lui-même. La question persistante de savoir comment manifester cette reconnaissance ouvrait la voie à un nouveau chapitre de son existence, un chapitre où l'acte de recevoir allait inéluctablement se muer en un puissant et irrépressible désir de donner à son tour. 1 an s'était écoulé depuis cette période critique. Leïla n'était plus tout à fait la même jeune femme. Transformée et aguerrie, elle portait en elle les stigmates des épreuves, mais aussi la lumière éclatante des victoires remportées sur le fil. Pourtant, c'est dans les allées étrangement familières du supermarché Carrefour, où tout avait commencé, qu'un écho de son passé allait la confronter à une interrogation fondamentale: que ferait-elle, elle, de cette main providentielle qui lui avait été si généreusement tendue? Une année entière s'était donc écoulée depuis cette nuit fatidique à Carrefour, une année qui avait vu la vie de Leïla se métamorphoser de manière quasi miraculeuse. La jeune femme timide et accablée par les soucis avait cédé la place à une professionnelle compétente et assurée. Au sein de la Fondation Zidane, sa progression avait été constante. De simple coordinatrice logistique junior, elle était devenue chef d'équipe supervisant avec une efficacité tranquille un groupe de 6 employés. Ses responsabilités s'étaient accrues, mais elle les assumait avec une aisance qui impressionnait jusqu'à sa supérieure directe Sophie. Sa mère, après une longue et difficile réadaptation intensive rendue possible par ce mystérieux fonds Pont vers la guérison, dont Leïla soupçonnait fortement l'origine, était désormais installée dans une résidence médicalisée confortable, non loin de leur nouvel appartement. Leïla lui rendait visite aussi souvent que son emploi du temps chargé le lui permettait, et leur relation autrefois distante et empreinte de non-dits s'était apaisée, trouvant un équilibre nouveau, fait de respect mutuel et d'une affection discrète. Quant à Nassim, il était la preuve vivante de cette renaissance. Son asthme, autrefois si invalidant, était parfaitement contrôlé grâce aux médicaments appropriés et à un suivi médical régulier entièrement pris en charge par l'assurance de la Fondation. Le petit garçon s'épanouissait visiblement. Il excellait à l'école, avait noué de nouvelles amitiés et, comble de bonheur pour lui, avait rejoint le club de football de son quartier, une activité qui lui aurait été totalement impossible 1 an auparavant. Le voir courir sur le terrain, le souffle régulier, le sourire aux lèvres, était pour Leïla une source de joie incommensurable. Elle-même avait trouvé une forme de paix intérieure, une stabilité financière et émotionnelle qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Pourtant, au milieu de ce bonheur nouveau, Leïla n'oubliait rien de son passé des jours sombres où chaque fin de mois était une angoisse et chaque quinte de tout de Nassim une source de terreur. Cette mémoire vive de la précarité était devenue le terreau fertile d'une empathie à fleur de peau. Un soir, alors qu'elle effectuait quelques courses au carrefour de la banlieue parisienne, où son destin avait basculé un détail, la ramena brutalement en arrière. Elle cherchait un désodorisant spécifique à la lavande que sa mère lui avait demandé, parcourant distraitement le rayon des produits d'entretien automobile. Soudain, son attention fut attirée par une altercation au comptoir du service après-vente non loin de là. Une jeune femme, la voix tendue par un désespoir qu'elle ne connaissait que trop bien, se disputait avec un employé au ton las et indifférent. «
Mais enfin, il doit bien y avoir quelque chose de moins cher, implorait la jeune femme, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Je ne peux absolument pas payer 120 € pour un alternateur maintenant. J'ai besoin de ma voiture, pour demain, c'est une question de survie. Le vendeur, un homme d'une cinquantaine d'années au regard blasé, haussa les épaules avec une feinte commisération. Je suis désolé madame, mais c'est notre option la moins chère pour ce modèle. Je ne peux rien faire de plus pour vous. Leïla observa la scène, le cœur serré. La jeune femme portait l'uniforme d'une chaîne de restauration rapide, un badge épinglé sur sa poitrine indiquait son prénom Karima. Elle était jeune, à peine plus âgée que Leïla ne l'était elle-même lors de sa rencontre avec Zidane. Ses yeux étaient rougis, ses mains agrippaient nerveusement son sac à main usé. Tout dans son attitude, dans sa voix tremblante, rappelait à Leïla sa propre détresse, son propre sentiment d'impuissance face à l'engrenage implacable des difficultés financières. Un simple alternateur défaillant, et c'était tout un équilibre précaire qui menaçait de s'effondrer. Elle se revit caissière aux abois, les larmes aux yeux, face à un avenir qui semblait bouché. Après un instant d'hésitation vainquant une timidité naturelle qui ne l'avait jamais complètement quittée, malgré sa nouvelle assurance, Leïla s'approcha doucement de Karima qui s'apprêtait à quitter le comptoir, visiblement désemparée. « Excusez-moi », commença Leïla d'une voix douce. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Vous avez un problème avec votre voiture ?» Karima sursauta surprise qu'une parfaite inconnue s'adresse à elle. Elle dévisagea Leïla avec méfiance, puis voyant sans doute une lueur de compréhension sincère dans son regard, laissa échapper un soupir las. « Ouais, mon alternateur est complètement mort. Et sans voiture, je ne peux pas me rendre à mes 2 emplois. J'en ai un le matin dans une boulangerie à l'autre bout de la ville, et celui-ci le soir. Si je perds ces boulots, je ne sais pas comment je vais payer le loyer pour moi et ma petite sœur. » Elle désigna son uniforme. Leïla sentit une vague d'empathie la submerger. « C'est dur », murmura-t-elle, les mots chargés d'une signification profonde. « Je sais qu'est-ce que c'est. J'ai été là exactement là où vous êtes. » Karima laissa échapper un petit rire amer dénué de toute joie. « J'ai l'impression d'y être en permanence, moi. C'est toujours la même chose, un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous connaissez la chanson, j'imagine. » Leïla hocha lentement la tête. « Oui, je connais cette chanson mieux que vous ne pourriez le penser. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une de ses cartes de visite professionnelle, Leïla Bouaziz, chef d'équipe logistique Fondation Zinedine Zidane. Elle prit un stylo et griffonna rapidement quelque chose au dos avant de la tendre à Karima. La jeune femme lut d'abord le recto, ses yeux s'écarquillant légèrement en voyant le nom de la fondation. « Fondation Zinedine Zidane », répéta-t-elle incrédule. « Retournez là », suggéra Leïla avec un sourire encourageant. Au verso, Karima déchiffra l'écriture de Leïla, appelée à propos du projet Renaissance. Son regard interrogateur se leva vers Leïla. « Le projet Renaissance, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir mêlée de scepticisme dans la voix. « C'est une seconde chance », répondit Leïla simplement. Son sourire se fit plus large. « Appelez ce numéro demain », ajouta-t-elle en désignant le numéro de la fondation sur la carte. « Demandez à parler à Marcel, il s'occupe de la coordination de la formation. Dites-lui que c'est Leïla Bouaziz qui vous envoie. Expliquez-lui votre situation. Qui sait, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose pour vous. » Karima la regarda, les larmes aux yeux cette fois, mais ce n'était plus seulement des larmes de désespoir. Une émotion nouvelle tremblante se lisait sur son visage. Au cours des 2 années qui suivirent cette rencontre impromptue, Leïla n'aida pas seulement Karima, qui grâce à l'intervention de Marcel et à un petit coup de pouce financier de la fondation pour la réparation de sa voiture, puis à une opportunité de formation, réussit à stabiliser sa situation et à trouver un emploi plus stable. Fidèle à l'esprit du projet Renaissance tel qu'elle l'avait compris, Leïla étendit son action discrètement mais avec une détermination sans faille. Elle avait désormais les yeux ouverts sur la détresse silencieuse qui l'entourait, celle qu'elle avait si longtemps côtoyée sans toujours la voir absorbée par ses propres luttes. Elle vint en aide à plusieurs autres personnes croisées au hasard des circonstances ou parfois orientées vers elle par un bouche-à-oreille naissant. Chaque histoire était unique, chaque parcours différent. Il y eut Fatima, une mère célibataire d'origine marocaine qui se débattait pour élever seule ses 3 enfants après un divorce difficile et qui cherchait désespérément un emploi compatible avec ses obligations familiales. Leïla la mit en contact avec la crèche de la Fondation Zidane où un poste d'auxiliaire venait de se libérer. Il y eut aussi Ahmed, un jeune homme brillant sorti du système de l'aide sociale à l'enfance, sans aucun soutien familial ni réseau professionnel, qui rêvait de devenir informaticien mais n'avait pas les moyens de financer une formation qualifiante. Leïla l'orienta vers un programme de bourse et de mentorat que la fondation soutenait. Il y eut encore cette femme d'une 50aine d'années, licenciée brutalement après 20 ans de bons et loyaux services dans une entreprise en restructuration qui avait perdu toute confiance en elle. Leïla passa des heures à l'écouter, à la rassurer avant de l'aider à refaire son CV et à explorer des pistes de reconversion professionnelle via des organismes partenaires. Leïla ne les aidait pas tous de la même manière, adaptant son soutien aux besoins spécifiques de chacun.
Pour certains, elle parvenait à créer des opportunités d'emploi ou de stage au sein même de la Fondation Zidane en plaidant leur cause auprès de Marcel ou d'autres responsables. Pour d'autres, elle mobilisait son réseau naissant, explorait les ressources offertes par les associations communautaires et les services sociaux, agissant comme un catalyseur, un guide. À chaque personne qu'elle aidait, elle ne demandait qu'une seule chose en retour. Une simple promesse le jour où ils seraient eux-mêmes remis sur pied, où ils auraient retrouvé leur stabilité et leur dignité. Ils devraient à leur tour tendre la main à quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre dans le besoin. Il ne s'agissait pas de lui rembourser quoi que ce soit, insistait-elle, mais simplement de faire suivre le geste, de perpétuer cette chaîne de solidarité inespérée qui avait transformé sa propre vie. Elle considérait cela comme sa propre branche modeste mais vivace du projet Renaissance. Un soir, alors que Leïla était absorbée par une tâche des plus terre-à-terre, finaliser l'inscription de Nassim au collège, son petit frère qui grandissait si vite et dont l'entrée en 6e marquait une nouvelle étape importante, son téléphone portable sonna. L'écran afficha un numéro qu'elle ne reconnut pas immédiatement, mais la voix à l'autre bout du fil lui était familière. C'est Didia. Mademoiselle Bouaziz, c'est Sarah Dubois, la coordinatrice de Monsieur Zinedine Zidane. Vous vous souvenez de moi? Leïla fut surprise. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de contact direct avec la proche collaboratrice de Zidane, même si leurs chemins se croisaient occasionnellement dans les couloirs de la fondation. « Bien sûr, Madame Dubois », répondit Leïla, une pointe d'appréhension dans la voix. « Comment pourrais-je oublier ? Monsieur Zidane aimerait vous inviter à une réunion spéciale la semaine prochaine, annonça Sarah Dubois d'un ton professionnel mais cordial. Ce serait le jeudi matin à 10h à son bureau. Serait-ce possible pour vous ? Le cœur de Leïla s'accéléra brutalement. Une convocation par Monsieur Zidane lui-même. Après près de 3 ans depuis leur rencontre initiale au Carrefour et après les événements liés à sa mère, il ne lui avait jamais parlé directement en dehors de cette première réunion cruciale. Juste ses signes de tête respectueux, ses sourires discrets lors des événements de la Fondation. « Oui, bien sûr, ce sera parfait », réussit-elle à répondre, s'efforçant de garder une contenance. « Puis-je me permettre de vous demander quel est l'objet de cette réunion ?» Il y eut un léger temps de silence, puis Sarah Dubois répondit d'une manière qui ne fit qu'accroître son trouble. « Monsieur Zidane préfère vous expliquer tout cela de vive voix lorsque vous vous rencontrerez. » Après avoir raccroché, Leïla resta assise un long moment, le combiné encore à la main, son esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi Zinedine Zidane voulait-il l'avoir maintenant si soudainement? Avait-il eu vent de ses initiatives personnelles, de cette branche du projet Renaissance qu'elle avait discrètement mise en place? Et si oui, comment allait-il réagir? Craignait-elle une réprimande pour avoir agi sans autorisation formelle? Ou pire encore, allait-on lui demander de quitter la fondation pour une raison obscure? Cette dernière pensée lui parut absurde. Son travail était exemplaire, ses évaluations de performance toujours excellentes, et elle s'investissait corps et âme dans sa mission. Pourtant, une anxiété diffuse, un pressentiment indéfinissable, s'empara d'elle et ne la quitta plus durant les jours qui précédèrent cette mystérieuse convocation. Leïla se préparait pour cette rencontre avec Zidane, le cœur battant d'une appréhension sourde mêlée d'une intense curiosité. Qu'allait-il lui dire après toutes ces années de silence relatif? Ses actions discrètes avaient-elles été découvertes? L'incertitude était un poids, mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que ce rendez-vous pourrait bien marquer, une fois de plus, un tournant décisif. Chapitre 5. L'expansion du cercle, l'héritage du projet Renaissance. Le jeudi matin arriva chargé d'une tension palpable pour Leïla Bouaziz. L'appréhension qui l'avait étreinte depuis l'appel de Sarah Dubois ne l'avait pas quittée, mais elle s'y était mêlée une forme de résolution, une curiosité presque fébrile. Quoi qu'il advienne, elle ferait face. Ce n'était plus la jeune femme craintive et au bord du désespoir qui avait franchi pour la première fois les portes de la Fondation Zidane près de 3 ans auparavant. La vie avec ses coups durs et ses miracles inattendus l'avait aguerrie. La porte du bureau de Zinedine Zidane s'ouvrit non pas sur un jugement redouté, mais sur un cercle de visages étonnamment familiers, c'est sur la promesse d'une proposition qui allait donner une dimension nouvelle et insoupçonnée à sa vie et à l'héritage du projet Renaissance. Vêtu d'un tailleur sobre mais élégant, son badge d'employé de la Fondation Zidane, fièrement épinglé à sa veste, Leïla entra dans le vaste bureau non plus avec la timidité d'une suppliante, mais avec l'assurance tranquille d'une professionnelle. Sa surprise fut immense. Zinedine Zidane n'était pas seul. Assis autour de la table basse où elle-même avait reçu l'offre qui avait changé sa vie se trouvait Marcel, le responsable des ressources humaines, au sourire paternel. Sarah Dubois, la toujours impeccable coordonnatrice, et à son grand étonnement, plusieurs autres personnes dont les visages réveillèrent en elle une cascade d'émotions. Karima, la jeune femme qu'elle avait aidée au Carrefour avec son problème d'alternateur. Ahmed, ce jeune homme brillant qu'elle avait guidé vers un programme de formation en informatique. Fatima, la mère célibataire à qui elle avait trouvé un emploi à la garderie de la Fondation.
tous ceux à qui elle avait à son tour tenté de tendre la main. Zinedine Zidane se leva pour l'accueillir, un sourire indéchiffrable flottant sur ses lèvres. « Leïla, merci infiniment d'être venue. J'aimerais avant toute chose te présenter officiellement à quelques personnes, même si je crois savoir que tu les connais déjà un peu. » Un par un, il nomma Karima Ahmed Fatima et 2 autres personnes qu'elle avait également soutenues. Puis son regard se posa sur Leïla, une lueur de fierté indéniable brillant dans ses yeux. « J'ai entendu parler, Leïla, de ce que tu as accompli ces dernières années, discrètement, sans rien demander. Comment tu as en quelque sorte créé ta propre branche du projet Renaissance. Comment tu as toi aussi changé des vies. » Leïla sentit le rouge lui monter aux joues. Elle baissa légèrement les yeux, émue par cette reconnaissance publique. « Monsieur Zidane, je n'ai fait que ce que vous avez fait pour moi. Simplement essayer de donner une chance, une petite lueur à ceux qui en avaient désespérément besoin. » Zidane hocha lentement la tête. « Exactement, Leïla, exactement. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. » Il se dirigea alors vers son bureau et en revint avec un dossier cartonné étrangement similaire à celui qu'il lui avait remis 3 ans plus tôt, à une différence près l'entête imprimée sur la couverture était différent. Il le lui tendit. « Projet Renaissance, phase expansion », lut Leïla à voix haute, le cœur battant à se rompre. Zidane reprit la parole, son ton à la fois solennel et empli d'enthousiasme. Le conseil d'administration de la Fondation Zidane a récemment approuvé une nouvelle phase majeure pour le projet Renaissance, son expansion significative. Nous allons commencer par ouvrir 3 antennes dédiées dans 3 quartiers prioritaires de Paris, puis si tout se passe comme nous l'espérons, nous étendrons le programme à d'autres grandes villes de France. Il marqua une pause, son regard intense fixé sur Leïla. « Et nous souhaitons, Leïla, que ce soit toi qui diriges cette expansion. » Leïla ouvrit le dossier, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, une proposition formelle, une promotion au poste nouvellement créé de directrice du développement communautaire pour le projet Renaissance, avec des responsabilités considérables, une équipe à constituer et à diriger, et un salaire qui, une fois de plus, lui parut astronomique, presque indécent. Elle leva les yeux vers Zidane, puis vers les visages souriants qui l'entouraient, incapable de formuler la moindre pensée cohérente. « Je ne sais vraiment pas quoi dire », balbutia-t-elle, submergée par l'émotion. « Dis juste oui, Leïla », intervint Marcel avec un clin d'œil complice. « Personne, absolument personne ici ne comprend mieux l'esprit et la finalité du projet Renaissance que toi. Tu l'as vécu, tu l'as incarné et tu l'as même déjà amplifié. » Les autres acquiescèrent avec une chaleur et un enthousiasme qui touchèrent Leïla au plus profond. Karima prit alors la parole, sa voix chargée d'une émotion sincère. « Leïla, tu te souviens ce jour-là au Carrefour, tu m'as dit que le projet Renaissance, c'était une seconde chance. Pour moi, et je sais que je parle aussi pour Ahmed et Fatima, ça a été tellement plus que ça. Ça a été le début d'une nouvelle vie, une vie où l'on retrouve sa dignité. » Ahmed enchaîna « Tu nous as tous aidés sans jamais rien attendre en retour, Leïla. Tu nous as simplement demandé de faire de même un jour pour quelqu'un d'autre. Tu nous as montré le chemin. » Zinedine Zidane s'était approché de la grande baie vitrée, contemplant un instant la ville lumière qui s'étendait à ses pieds. « Vous savez, reprit-il en se tournant vers l'Assemblée, lorsque j'ai initialement créé ce projet, beaucoup de gens, y compris dans mon entourage proche, pensaient que ce n'était qu'une autre œuvre de charité un peu idéaliste d'une célébrité en mal de bonne conscience. Mais je voulais quelque chose de fondamentalement différent. Je voulais créer un véritable cercle de solidarité, un écosystème d'entraide qui s'étendrait bien au-delà de ma propre personne, de mes propres moyens. » Son regard revint se poser sur Leïla avec une intensité nouvelle. « Et toi, Leïla, tu as instinctivement compris l'essence même, le cœur battant de ce projet. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent ou un emploi. Il s'agit de redonner de l'espoir, de restaurer la dignité, puis d'encourager, d'inspirer chaque personne aidée à devenir elle-même un maillon de cette chaîne. » Leïla repensa à cette nuit glaciale au Carrefour, aux larmes silencieuses qui avaient coulé sur ses joues alors qu'elle scannait mécaniquement des piles et des boissons énergétiques. Comment aurait-elle pu imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, qu'une simple question « dure journée » prononcée par un inconnu au visage célèbre allait non seulement bouleverser sa propre existence, mais lui donner un jour le pouvoir et la responsabilité de changer positivement celle des autres. Elle pensa à Nassim, aujourd'hui un préadolescent en pleine santé, épanoui, passionné par ses études et par le football. Elle pensa à sa mère qui se remettait lentement mais sûrement entourée de soins et d'affection. Elle pensa à Karima, à Ahmed, à Fatima et à tous les autres. « Oui », dit-elle alors, sa voix claire et ferme, sans l'ombre d'une hésitation. « Oui, monsieur Zidane, je serai profondément honoré de diriger cette expansion. » Un large sourire illumina le visage de Zinedine Zidane. « Parfait, Leïla, le cercle s'agrandit. » Plus tard ce soir-là, dans la quiétude de leur appartement devenu un véritable foyer chaleureux, Leïla raconta en détail cette journée extraordinaire à Nassim. Assis côte à côte sur le canapé qui avait autrefois paru un luxe inimaginable, elle lui expliqua sa nouvelle mission, ses nouvelles responsabilités. « Alors en fait, tu vas être comme une super grande chef maintenant ?» demanda Nassim, ses yeux pétillants d'admiration.
À presque 13 ans, il était devenu un jeune adolescent plein d'énergie et de curiosité, son asthme n'étant plus qu'un lointain et mauvais souvenir. Leïla ébouriffa tendrement ses cheveux. Quelque chose d'un peu comme ça, mon grand. Disons que je vais avoir la chance d'aider encore plus de personnes qui traversent des moments difficiles un peu comme nous avons. Nassim réfléchit un instant, son regard se perdant dans le vague. Tu sais, grande sœur, des fois j'ai même du mal à me souvenir de notre ancien appartement, celui de Saint-Denis. Leïla lui adressa un sourire empreint d'une infinie tendresse. Moi, Nassim, je m'en souviens. Je me souviens de chaque détail, de chaque angoisse, de chaque petite joie arrachée à la misère. Et c'est important de se souvenir, tu sais, crucial même. Pour ne jamais oublier d'où l'on vient et surtout pour comprendre à quel point il est vital essentiel d'aider les autres quand on en a et la possibilité. Son regard se voila d'une émotion profonde. Elle pensait à toutes ces autres Leïla, à tous ces autres Nassim qui étaient encore là quelque part derrière des caisses de supermarchés, dans la pénombre des usines au chevet des malades, dans les hôpitaux, travaillant dur, se battant avec courage, mais luttant désespérément pour garder la tête hors de l'eau. Des personnes talentueuses, intelligentes, résilientes, qui n'avaient besoin que d'une étincelle, d'une opportunité, d'une main tendue pour révéler leur potentiel. Et maintenant, elle, Leïla Abouaziz, avait le pouvoir et le devoir de leur offrir cette chance. Le cercle allait continuer de grandir, de s'élargir, touchant de plus en plus de vies, tissant un réseau invisible, mais puissant de solidarité et d'espoir qui se fortifiait jour après jour, une personne à la fois. C'était cela la véritable, l'incroyable magie du projet Renaissance. Non pas le geste initial aussi généreux soit-il d'une seule personne fortunée envers une autre, mais cette capacité infinie de chaque être humain aidé à devenir à son tour une source d'aide, un phare d'espoir pour quelqu'un d'autre. C'était un cercle vertueux qui, une fois amorcé avec sincérité et compassion, était destiné à ne jamais s'arrêter.